Le 22 novembre 2022, alors que la chaleur matinale n'avait pas encore commencé à cuire le béton du parking à plusieurs niveaux du quartier industriel d'Al Quoz à Dubaï, un agent de sécurité effectuait sa ronde habituelle. Son attention fut attirée par une berline noire haut de gamme, garée au même endroit depuis plusieurs jours au troisième niveau. Dans une ville où les voitures de luxe sont la norme plutôt que l'exception, ce fait seul n'éveilla pas de soupçons particuliers. Cependant, une odeur chimique légère mais distincte se dégageait de la voiture, mêlée à une note nauséabonde de décomposition qui devenait insupportable sous les rayons du soleil levant. En s'approchant, l'agent de sécurité a regardé à travers la vitre teintée et a aperçu une silhouette immobile recouverte d'un tissu de couleur claire sur le siège passager avant. Suivant les instructions, il n'a pas touché la voiture et a immédiatement contacté la police de Dubaï. Une patrouille est arrivée quelques minutes plus tard et a bouclé le périmètre. Peu après, une équipe d'enquêteurs du service central d'enquête criminelle est arrivée sur les lieux. Des spécialistes vêtus de combinaisons de protection blanche se sont mis au travail. La portière de la voiture a été ouverte avec toutes les précautions nécessaires. La scène qui s'est offerte aux experts légistes exigeait un sang-froid professionnel. Le corps d'une jeune femme gisait sur le siège. Cependant, il était impossible de l'identifier sur place. Son visage et ses mains étaient une masse de chair, corrodée par un produit chimique caustique. L'auteur avait agi avec l'intention claire de détruire tout élément permettant de l'identifier. Les traits du visage qui auraient pu permettre de l'identifier et les empreintes digitales qui auraient pu permettre de l'identifier dans une base de données. Des traces de la même substance ont été trouvées sur la sellerie du siège et sur le sol en dessous, indiquant qu'une quantité importante d'acide avait été utilisée. Un premier examen n'a révélé aucun signe de lutte à l'intérieur de la voiture. Les vêtements de la victime étaient coûteux, provenant d'une marque européenne renommée, mais ils ne présentaient aucune trace de sang. Cela indiquait que la mort était probablement survenue avant l'application du produit chimique, soit par empoisonnement, soit par suffocation. Des examens toxicologiques et médico-légaux étaient nécessaires pour répondre à cette question, mais cela prendrait du temps. La première tâche de l'enquête consistait à identifier la victime. Sans nom ni visage, elle n'était qu'une inconnue numéro 1, une affaire sans point de départ. La police a immédiatement commencé à vérifier le numéro d'immatriculation de la voiture. La base de données indiquait que la berline avait été louée 2 semaines plus tôt auprès d'une agence de location haut de gamme dans le quartier de Dubaï Marina. Le locataire était enregistré comme un ressortissant étranger, dont les coordonnées ont été immédiatement transmises à la brigade spéciale. Dans le même temps, les experts légistes ont minutieusement examiné chaque centimètre carré de la voiture à la recherche de microparticules, cheveux, fibres de tissu et toute trace biologique que l'auteur du crime aurait pu laisser derrière lui. Ils ont compris qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui avait tenté de commettre le meurtre parfait en effaçant l'identité de sa victime. L'utilisation d'acide est non seulement une méthode cruelle, mais aussi calculée, visant à compliquer au maximum l'enquête. Ce soir-là, un bref communiqué a été publié dans les rapports officiels de la police de Dubaï concernant la découverte du corps d'une femme inconnue âgée de 20 à 30 ans. Aucun détail sur l'état du corps n'a été donné afin de ne pas semer la panique parmi la population et de ne pas nuire à l'enquête. Pour les enquêteurs, l'affaire était un défi dès le départ. Dans une métropole réputée pour sa sécurité et sa vidéosurveillance totale, un crime semblait avoir été commis comme dans un roman policier sombre. Ils avaient une voiture de luxe, un corps sans visage et la certitude que le tueur était un individu froid et méthodique qui se trouvait quelque part à proximité, sûr de son impunité. L'enquête a commencé avec le seul indice disponible, un nom sur le contrat de location de la voiture.
Mais les détectives ne savaient pas encore que ce fil conducteur les mènerait dans un monde de fêtes somptueuses, de cadeaux coûteux et de violences psychologiques cachées derrière une façade brillante. L'enquête a commencé avec un seul indice, un nom sur un contrat de location de voiture. L'homme qui avait loué la berline noire était Ahmed Al-Farouk, un promoteur immobilier de 39 ans bien connu dans les cercles d'affaires de Dubaï. Il n'appartenait pas à l'élite au pouvoir. Pourtant, son entreprise était impliquée dans plusieurs projets immobiliers de luxe couronnés de succès, qui lui avaient valu la réputation d'homme d'affaires riche et influent. Les détectives l'ont contacté par téléphone et ont organisé une rencontre. Ahmed Al-Farouk a accepté de parler sans tarder et s'est présenté au poste de police le jour même. Il était calme, vêtu d'un costume cher et semblait sûr de lui. Lors du premier entretien, il a déclaré avoir effectivement loué la voiture, mais pas pour lui-même, mais pour sa petite amie, une citoyenne russe de 24 ans nommée Alexandra Voronina. Selon lui, environ 5 jours plus tôt, après une dispute conjugale, elle avait fait ses valises. Elle était partie sans dire où elle allait, laissant la voiture derrière elle. Il a affirmé avoir essayé de la contacter, mais son téléphone était éteint. Ahmed a suggéré qu'elle était peut-être retournée en Russie ou partie avec un autre homme, et s'est montré modérément inquiet de son absence. Sa version semblait plausible et ne contenait aucune contradiction apparente. Il a fourni aux enquêteurs son numéro de téléphone, des photos et l'adresse de l'appartement où ils avaient vécu ensemble. À ce stade, la police n'avait aucun motif pour l'arrêter. Il était considéré comme un témoin clé dans l'affaire, la dernière personne qui, selon ses propres dires, avait vu Alexandra vivante. Au même moment, une autre histoire se déroulait dans un autre quartier de la ville. Les amis d'Alexandra Voronina, plusieurs filles russes et ukrainiennes qui travaillaient également dans le mannequinat, étaient très inquiètes. Alexandra, qui était toujours active sur les réseaux sociaux et constamment en contact, n'avait pas répondu à leurs messages ni à leurs appels depuis le 17 novembre. Au début, elles ont supposé qu'elle passait du temps avec son nouvel admirateur influent et qu'elle ne voulait pas être dérangée. Cependant, lorsque le silence s'est prolongé jusqu'au 3e puis au 4e jour, leur inquiétude a grandi. L'une de ses amies les plus proches, Anna Petrova, s'est rendue à l'appartement où Alexandra vivait avec Ahmed. Le concierge, qui connaissait bien la jeune fille, a déclaré ne pas l'avoir vue depuis plusieurs jours. Personne n'a répondu à la porte de l'appartement. Le 21 novembre, la veille de la découverte du corps à Al-Qouz, ses amis ont décidé de se rendre à la police pour signaler sa disparition. Ils ont fourni toutes les informations dont ils disposaient. Une copie du passeport d'Alexandra, ses photos, une description de ses habitudes et de son cercle d'amis, et ont mentionné sa relation avec Ahmed Al-Farouk. Au commissariat, ces deux affaires, la découverte d'un corps non identifié dans une voiture louée par Ahmed et la disparition de sa petite amie, Alexandra Voronina, ont été presque immédiatement regroupées en une seule enquête. La description de la taille, de la corpulence et de la couleur des cheveux de la jeune fille disparue correspondait aux informations préliminaires sur la victime. Les enquêteurs ont immédiatement obtenu un mandat de perquisition pour l'appartement où vivait le couple. L'appartement était en parfait état, sans aucun signe de lutte ou de violence. Cependant, dans le coffre-fort personnel d'Ahmed Al-Farouk, les enquêteurs ont trouvé le passeport d'Alexandra Voronina et sa bague en diamant de chez Cartier, un cadeau que ses amis avaient vu à plusieurs reprises sur ses photos. La découverte du passeport était un élément de preuve crucial. Elle contredisait directement la version des faits d'Ahmed, qui affirmait que la jeune fille aurait pu quitter le pays de son plein gré. Sans passeport, elle n'aurait pas pu franchir la frontière des Émirats arabes unis. Il était désormais nécessaire de procéder à l'identification officielle du corps. La reconnaissance faciale étant impossible, les experts légistes se sont concentrés sur deux autres méthodes.
l'analyse ADN et les empreintes dentaires. Des échantillons d'ADN ont été prélevés sur les effets personnels d'Alexandra trouvés dans l'appartement, notamment ses peignes et sa brosse à dents. Une demande urgente a été envoyée via Interpol au service répressif de la Fédération de Russie, leur demandant de fournir les empreintes dentaires d'Alexandra Voronina provenant de la clinique de Saint-Pétersbourg où elle avait été soignée. La procédure a pris plusieurs jours, mais le résultat était sans équivoque. La comparaison des radiographies dentaires de la victime avec les dossiers reçus de Russie a révélé une correspondance à 100%. Le laboratoire médico-légal a également confirmé la correspondance de l'ADN. Le 25 novembre 2022, inconnu numéro 1 a officiellement reçu un nom. La victime de ce meurtre brutal a été identifiée comme étant Alexandra Voronina, âgée de 24 ans. L'enquête pouvait désormais passer à une nouvelle étape. Les enquêteurs connaissaient le nom de la victime et avaient un suspect principal dont le témoignage commençait déjà à s'effriter sous le poids des premières preuves. L'enquête sur la disparition de la jeune fille s'est transformée en une collecte méthodique de preuves contre un homme qui affirmait ne se soucier que de son sort. Alexandra Voronina, dont le corps mutilé a été formellement identifié par les experts légistes le 25 novembre, est née et a grandi à Saint-Pétersbourg, dans une famille loin du monde du luxe et du glamour international. Son père travaillait comme ingénieur dans l'une des entreprises de la ville et sa mère était enseignante. Alexandra était enfant unique et, selon ses voisins et ses connaissances, ses parents essayaient de lui donner tout ce dont elle avait besoin. Dès son plus jeune âge, elle se distinguait par son apparence saisissante et sa grande taille, qui l'ont amenée à se passionner pour le mannequinat. Elle a fréquenté des écoles de mannequins locales et participé à de petits défilés et séances photos pour des marques de Saint-Pétersbourg. Cependant, les ambitions de la jeune fille allaient bien au-delà du marché russe. Comme beaucoup de ses pairs, elle voyait son avenir sur la scène internationale et les Émirats arabes unis, et Dubaï en particulier, lui semblaient être une sorte d'Eldorado moderne. Dans cet endroit, la beauté et la jeunesse pouvaient être un passeport pour l'indépendance financière et le succès. Alexandra s'est installée à Dubaï à l'âge de 22 ans, 2 ans avant sa mort. Elle n'avait pas de contrat avec une agence internationale centrale, mais a rapidement trouvé sa place sur le marché local. Son travail consistait à poser pour des catalogues de vêtements, des publicités immobilières et des marques de cosmétiques destinées à un public local. En outre, elle travaillait souvent comme hôtesse lors d'événements privés, de présentations et d'expositions, une activité courante et bien rémunérée pour les femmes étrangères séduisantes aux Émirats arabes unis. Ce monde lui a ouvert les portes de la société élitiste. Propriétaire d'entreprises, investisseurs et membres de familles riches. Les amis d'Alexandra, interrogés par les enquêteurs après sa mort, l'ont décrite comme une personne déterminée mais confiante. Elle croyait en la possibilité de rencontrer un prince qui lui offrirait un avenir stable et confortable, la libérant de la nécessité de rechercher constamment des contrats temporaires et de vivre dans des conditions de concurrence féroces. Sa page Instagram était une vitrine de ce rêve. Des photos professionnelles alternaient avec des images de restaurants chers, de yachts et de gratte-ciel célèbres. Elle a rencontré Ahmed Al-Farouk lors d'une fête dans un hôtel situé près du gratte-ciel Burj Khalifa. Il avait 15 ans de plus qu'elle et avait un statut, de l'argent et une assurance qui faisaient forte impression. La romance s'est développée rapidement, suivant un scénario qu'Alexandra avait probablement imaginé dans ses rêves. Une semaine seulement après leur rencontre, Ahmed a commencé à la couvrir de cadeaux d'une valeur supérieure à son revenu annuel. Bijoux, Cartier et Tiffany, sacs à main Dior, dîners dans les restaurants les plus chers de la ville, excursions en yacht privé le long de la côte. Tout cela faisait partie de sa cour. Alexandra emménagea dans son appartement spacieux avec vue sur la baie.
Elle quitta temporairement son emploi pour se consacrer entièrement à sa relation et à son nouveau style de vie. Cependant, derrière la façade brillante de cette vie luxueuse, des signes inquiétants commencèrent à apparaître qu'elle ne cacha pas à ses amis les plus proches. Dans des messages vocaux qui furent ensuite remis à l'enquête par Anna Petrova, Alexandra se plaignait du contrôle total exercé par Ahmed. Au début, cela semblait être simplement de la protection, mais cela s'est rapidement transformé en une violation systématique de son intimité. Il vérifie mon téléphone tous les soirs. Il exige les mots de passe de tous mes comptes, disait-elle dans l'un des messages. Sa jalousie n'avait aucun fondement réel et était de nature pathologique. Il est jaloux de chaque like qu'un homme met sur mes photos. Il fait une scène si je réponds à un message d'un vieil ami, confiait-elle à une amie quelques semaines avant sa disparition. Peu à peu, Ahmed a commencé à l'isoler de son cercle d'amis habituels. Il parlait de ses amis de manière désobligeante, les traitant de croqueurs de diamants, et insistait pour qu'Alexandra passe tout son temps avec lui ou en sa présence. Toute tentative de sa part pour montrer son indépendance ou exprimer son opinion était accueillie avec froideur ou des accès de colère. Ce comportement, qui alterne cadeaux somptueux et pression psychologique intense, est un exemple classique du cycle de la violence, dans lequel la victime devient de plus en plus dépendante de son agresseur. Alexandra Voronina, venue à Dubaï en quête de réussite et de liberté, s'est retrouvée dans une cage dorée dont, comme l'a révélé l'enquête, elle a payé le prix de sa vie pour s'échapper. Après l'identification officielle du corps d'Alexandra Voronina, l'enquête s'est entièrement concentrée sur Ahmed Al-Farouk. Son statut est passé de témoin clé à suspect principal et unique. Les enquêteurs l'ont convoqué pour un deuxième interrogatoire, plus officiel. Cette fois-ci, l'atmosphère était différente. La conversation n'a pas eu lieu dans un bureau confortable, mais dans une salle d'interrogatoire stérile. Elle s'est déroulée dans un ton beaucoup plus dur. Lorsque l'enquêteur lui a posé une question directe sur le passeport d'Alexandra, trouvé dans son coffre-fort personnel, Ahmed a perdu pour la première fois son assurance. Il a été momentanément déconcerté, mais a rapidement trouvé une réponse. Selon sa nouvelle version, Alexandra avait effectivement laissé son passeport, disant qu'elle n'en aurait plus besoin. Il a affirmé avoir mis le document dans le coffre-fort pour le garder en sécurité, pensant qu'elle changerait d'avis et reviendrait. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas mentionné ce détail important lors de leur première conversation, Ahmed a répondu qu'il ne l'avait pas jugé nécessaire dans son état de stress. Il a continué à clamer son innocence, se présentant comme une victime des circonstances, un homme abandonné et injustement soupçonné d'un crime terrible. Cependant, sa version du départ volontaire d'Alexandra, sans passeport dans un pays étranger, semblait extrêmement peu convaincante. Pendant qu'Ahmed tentait de construire une nouvelle ligne de défense, une unité spéciale de la police de Dubaï, spécialisée dans l'analyse des données numériques, menait ses propres investigations, beaucoup plus fructueuses. Conscient qu'il est pratiquement impossible de commettre un crime dans une métropole moderne sans laisser de traces numériques, les enquêteurs ont demandé à avoir accès à toutes les images de vidéosurveillance du complexe résidentiel où vivait le couple, ainsi que celles enregistrées le long de leur itinéraire présumé vers le quartier d'Al-Quoz. Ce travail a nécessité du temps et de la minutie. Il a fallu examiner des centaines d'heures d'images provenant de dizaines de caméras. Dans le hall, les ascenseurs, les étages et surtout dans le parking souterrain. La percée a eu lieu le 3e jour de l'analyse des images vidéo. L'un des détectives, en examinant les images d'une caméra installée dans un coin reculé du parking, a découvert un élément clé. L'enregistrement, daté de la fin de la soirée du 17 novembre, jour où Alexandra a cessé de communiquer, montrait une berline noire louée par Ahmed. Peu après, Ahmed Al-Farouk est apparu dans le cadre. Il est sorti de l'ascenseur et a regardé autour de lui.
Puis il est retourné vers l'ascenseur et en a sorti un grand sac de golf qui semblait anormalement lourd et encombrant. Avec un effort visible, Ahmed a chargé la valise dans le coffre de la voiture. Bien que son corps ne soit pas directement visible, l'heure, le lieu et sa nervosité apparente, capturée par la caméra, ne laissaient aucun doute sur le fait qu'il se débarrassait de preuves. L'étape suivante consistait à vérifier ses déplacements. Un mandat pour obtenir les données de localisation de son téléphone portable a été obtenu immédiatement. Les informations fournies par l'opérateur de téléphonie mobile ont été un autre coup dur pour son alibi. Dans la nuit du 17 au 18 novembre, son téléphone s'est déplacé de leur complexe résidentiel vers la zone industrielle d'Al-Quoz. Le signal a été capté par plusieurs antennes relais situées à proximité du parking à plusieurs étages, où le corps d'Alexandra a été retrouvé plus tard. Le téléphone est resté dans cette zone pendant environ 30 minutes avant de revenir. De plus, les données ont révélé un autre itinéraire intéressant qu'il a emprunté le lendemain, le 18 novembre. Ahmed Al-Farouk s'est rendu dans l'un des marchés de construction à la périphérie de la ville. Une vérification de ses transactions bancaires pour cette journée a révélé un achat en espèces dans un magasin de produits chimiques industriels. Parmi les articles achetés figuraient des gants en caoutchouc résistant, des lunettes de sécurité et un bidon de 10 litres d'acide sulfurique concentré, une substance qui, selon les experts légistes, a été utilisée pour défigurer le corps de la victime. Les preuves recueillies ont brossé un tableau sans équivoque et irréfutable de ce qui s'était passé. La dispute qu'Ahmed avait mentionnée comme raison du départ d'Alexandra avait bien eu lieu. Mais elle ne s'était pas terminée par son départ, mais par sa mort. Après le meurtre, il a caché son corps, vraisemblablement dans l'appartement. Le lendemain, il est sorti calmement et a acheté tout ce dont il avait besoin pour dissimuler le crime et l'identité de sa victime. Puis, sous le couvert de la nuit, il a emporté le corps et l'a abandonné dans une voiture de location dans un endroit désert, versant de l'acide sur le visage et les mains de la victime afin de rendre son identification aussi difficile que possible. Chaque geste était calculé, mais il a sous-estimé les capacités techniques de la police de Dubaï. Il a laissé derrière lui une trace numérique invisible, mais indéniable, qui a conduit les enquêteurs directement à lui. L'enquête disposait désormais de suffisamment d'éléments pour l'arrêter et l'inculper officiellement de meurtre avec préméditation. En rassemblant des séquences vidéo, des données de géolocalisation, des transactions financières et les conclusions préliminaires des experts médico-légaux, l'équipe d'enquête a obtenu un mandat d'arrêt contre Ahmed Al-Farouk pour meurtre avec préméditation. L'arrestation a eu lieu le lendemain matin. La brigade spéciale, en civil, a attendu qu'Ahmed quitte son bureau dans le centre d'affaires de la ville. L'opération s'est déroulée rapidement et sans bruit, sans attirer l'attention. Lorsqu'il a vu les policiers s'approcher de lui et le mandat qui lui était présenté, Ahmed n'a pas résisté. Son visage ne trahissait ni peur ni remords, mais plutôt une arrogance froide et une perplexité, comme si ce qui se passait n'était qu'une erreur ennuyeuse, qui serait résolue d'un simple coup de fil à son avocat. Il s'est laissé menotter en silence et est monté dans la voiture de police. Sa confiance en son impunité, soutenue par son statut et son argent, restait inébranlable. Immédiatement après son arrestation, l'appartement d'Ahmed a été fouillé à nouveau, cette fois de manière beaucoup plus approfondie. Au départ, les enquêteurs cherchaient des indices évidents, mais l'équipe médico-légale s'efforçait désormais de trouver des traces microscopiques que le suspect aurait pu laisser derrière lui, convaincu qu'il avait tout nettoyé à la perfection. Dans la salle de bain adjacente à la chambre principale, les surfaces ont été traitées au luminol. Ce réactif chimique brille dans le noir lorsqu'il entre en contact avec des traces d'hémoglobine, même si le sang a été soigneusement nettoyé. Lorsque les lumières de la pièce ont été éteintes, une faible mais distincte lueur bleutée est apparue sur le sol près de la cabine de douche et sur une partie du mur.
C'était une preuve irréfutable que du sang s'était trouvé là et que quelqu'un avait fait un effort considérable pour l'enlever. Les experts ont prélevé des échantillons sur les zones lumineuses pour les soumettre à une analyse ADN, qui a confirmé avec une certitude de 99,9% que le sang appartenait à Alexandra Voronina. De plus, les experts légistes ont démonté le siphon sous le lavabo et le drain de la douche. À l'intérieur, parmi les cheveux et les résidus de savon, ils ont trouvé de minuscules particules de tissu humain et des traces d'acide sulfurique, indiquant que l'auteur du crime avait probablement nettoyé les traces de son crime à cet endroit. Dans la salle d'interrogatoire, les enquêteurs ont commencé à disposer méthodiquement les preuves qu'ils avaient recueillies devant Ahmed Al-Farouk et son avocat. Sur l'écran du moniteur, on lui a montré des images provenant d'une caméra de surveillance installée dans le parking, où on le voyait lutter pour charger un objet lourd dans le coffre de sa voiture. On lui a ensuite montré une carte de ses déplacements, établie à partir des données de géolocalisation de son téléphone, avec des indications précises sur le complexe résidentiel et le parking d'Al-Kouz. Ensuite, des impressions de ses transactions bancaires ont été posées sur la table, montrant l'achat d'acide et d'équipements de protection le lendemain de la disparition d'Alexandra. Enfin, on lui a montré des photos de la lueur bleue du luminol sur le sol de sa salle de bain. À chaque nouvelle preuve, la confiance d'Ahmed s'effritait. Son visage est devenu gris et son regard vide. Il n'essayait plus de mentir ou de se dérober. Le mur qu'il avait construit avec son argent, son statut et son arrogance s'est effondré sous le poids de faits irréfutables. Après plusieurs heures de silence, après avoir consulté son avocat, Ahmed Al-Farouk a commencé à témoigner. Sa version était une tentative prévisible d'atténuer sa culpabilité. Il a affirmé qu'il n'avait pas planifié le meurtre. Selon lui, le soir du 17 novembre, Alexandra et lui avaient eu une violente dispute. Elle lui avait dit qu'elle en avait assez de son contrôle et qu'elle allait le quitter. Dans un accès de rage, a-t-il affirmé, il l'avait poussée violemment. Alexandra était tombée et s'était cogné la tête contre le coin de la table de chevet. Lorsqu'il s'était rendu compte qu'elle ne respirait plus, il avait paniqué. Au lieu d'appeler une ambulance et la police, il a décidé de cacher sa mort, craignant d'être accusé de meurtre et de voir sa réputation ruinée. Il a également expliqué qu'il avait acheté de l'acide et défiguré le corps sous l'effet de la panique et de la détresse émotionnelle. Il a déclaré qu'il ne voulait pas qu'elle soit identifiée, espérant que l'affaire resterait non résolue. Cependant, ses aveux, faits sous la pression des preuves, n'ont pas convaincu les enquêteurs. La séquence froide et méthodique de ses actes, achat de produits chimiques le lendemain, transport du corps, choix d'un endroit désert, ne témoignait pas de panique, mais d'un plan calculé et cruel, visant à dissimuler le crime. L'affaire était montée de toutes pièces. La police a transmis le dossier au parquet afin de préparer un procès qui mettrait fin à une histoire de luxe, de contrôle et de cruauté. Le procès d'Ahmed Al-Farouk devant le tribunal pénal de Dubaï s'est déroulé sous l'œil attentif des médias locaux et internationaux, en particulier russes. Le ministère public, représenté par le parquet de Dubaï, a présenté de manière cohérente l'ensemble de la chaîne des événements à la cour, étayant chaque déclaration par des preuves irréfutables. Les procureurs ont présenté à la cour les témoignages des amis d'Alexandra, y compris ses messages vocaux qui ont brossé un tableau de la montée des violences psychologiques, de la jalousie et du contrôle total exercé par l'accusé, constituant un mobile clair pour le crime. Les éléments clés de l'affaire étaient des preuves matérielles et numériques. Une vidéo enregistrée dans le parking où Ahmed s'est débarrassé du corps. Les données de géolocalisation retraçant son itinéraire jusqu'à l'endroit où il a caché les preuves, les relevés bancaires confirmant l'achat d'acide sulfurique le lendemain du meurtre, et enfin, les conclusions des experts médico-légaux concernant les traces de sang d'Alexandra trouvées dans l'appartement.
L'accusation a insisté sur le fait que les actes commis par l'accusé après la mort de la victime, en particulier l'achat de produits chimiques de sang-froid, réfutaient totalement sa version selon laquelle il aurait agi sous le coup de l'émotion ou de la panique. Selon l'accusation, ces actes démontraient une intention préméditée, malveillance, non seulement de dissimuler le crime, mais aussi de commettre un acte cruel d'abus sur le corps, détruisant ainsi l'identité même de la victime. La défense d'Ahmed Al-Farouk s'est appuyée sur la version qu'il a donnée lors de son dernier interrogatoire. Les avocats ont tenté de convaincre le tribunal que la mort d'Alexandra Voronina était le résultat d'un tragique accident et que tous les actes commis par leur client après les faits relevaient d'un comportement irrationnel d'une personne en état de choc et de peur. Ils ont insisté pour que l'accusation soit requalifiée de meurtre volontaire, en homicide involontaire ou en légitime défense excessive lors d'une altercation. Cependant, ces arguments se sont effondrés sous le poids des preuves présentées. Aucun des actes d'Ahmed, qu'il s'agisse de cacher le passeport de la victime ou de planifier méthodiquement la dissimulation du corps, ne correspondait au comportement d'une personne en état de panique. Après avoir entendu les arguments des deux parties et examiné tous les éléments du dossier, le tribunal est parvenu à une conclusion sans équivoque. Les juges ont rejeté la version de la défense selon laquelle le meurtre n'était pas intentionnel. Le fait qu'il ait acheté de l'acide et d'autres produits le lendemain de la mort d'Alexandra a été considéré comme une preuve clé de son plan prémédité pour dissimuler le crime, montrant qu'il savait parfaitement ce qu'il faisait. Ahmed Al-Farouk a été reconnu coupable du meurtre avec préméditation d'Alexandra Voronina. Le tribunal l'a condamné à la réclusion à perpétuité, ce qui, dans le système juridique des Émirats arabes unis, correspond à une peine de 25 ans d'emprisonnement. Ce verdict a été perçu par l'opinion publique comme juste et logique. Cette affaire, surnommée officieusement le meurtre à l'acide de Dubaï, est devenue un exemple très médiatisé de la violence domestique et de la cruauté qui peuvent se cacher derrière le luxe apparent de la vie des expatriés. Pour les forces de l'ordre de Dubaï, la résolution rapide et réussie de cette affaire complexe a confirmé leur grande efficacité et le principe de l'inévitabilité de la punition, quel que soit le statut social et financier du criminel. Le verdict n'a apporté aucun réconfort à la famille d'Alexandra Voronina à Saint-Pétersbourg, mais au moins un sentiment de closure. L'histoire d'une jeune femme qui cherchait à réaliser son rêve dans une métropole scintillante et qui a trouvé la mort aux mains d'un homme qui lui avait promis la paix a connu une conclusion tragique et définitive.